du Crevon et son officier. Première partie. Emma. Apprentie infirmière dans la guerre. Septembre 1939. Ça y est, la guerre est déclarée. Depuis que la radio a annoncé l'invasion de la Pologne par l'armée allemande, nous nous y attendions. Déjà cet été, l'incroyable nouvelle que les ministres des Affaires étrangères de l'Allemagne et de l'Union soviétique venaient de signer à Moscou un pacte de non-agression nous avait stupéfaits. Une clause secrète de ce pacte prévoyait le partage de la Pologne le mois suivant. « Je le sentais, dit mon père. Nous nous sommes déjà fait avoir l'année dernière avec leurs foutus accords de Munich. Bon sang, c'était évident qu'Hitler poursuivrait sa politique d'annexion. D'abord le territoire des Sudètes, l'Autriche et maintenant la Pologne. Nous ne les laisserons pas faire, papa, répond mon frère Antoine. Nous les avons déjà vaincus, et puis, il y a la ligne Maginot. Elle s'arrête au niveau du Luxembourg, Antoine. Les Boches n'hésiteront pas à passer chez nos voisins. En outre, tu oublies qu'Hitler s'est allié avec Mussolini, même si l'Italie s'est déclarée non belligérante pour l'instant. Et avec le pacte germano-soviétique, les Russes ne nous aideront pas comme en 14. Ce qu'ils veulent, c'est leur part du gâteau polonais. Tu es étudiant en droit. Tu es au courant de ce qui s'est passé depuis que ce dictateur est au pouvoir et de son programme avec son grand Reich, l'espace vital nécessaire pour le peuple germanique, la race aryenne, l'antisémitisme et tout le tintouin. Je sais, papa. Et les idées antisémites gagnent de nouveau du terrain aussi en France, depuis la crise économique. L'afflux des juifs allemands fuyant le nazisme n'arrange rien. Nous ne sommes pas seuls, papa. Les Anglais et les pays du Commonwealth sont à nos côtés. Antoine a tout juste l'âge d'être mobilisé. Terminé la vie d'étudiant en droit à Paris, le bouillonnement du quartier latin, les balades sur les quais pour dénicher la perle rare chez les bouquinistes. Sa vie toute tracée, avec en ligne de mire son association avec papa dans l'étude notariale, va prendre un nouveau virage. Combien de temps va durer cette guerre ? La précédente, très présente dans les mémoires, a duré 4 ans. Des années de jeunesse perdue. Maman n'arrête pas de pleurer depuis que la mobilisation est déclenchée. La peur nous les entraille à tous. Nous sommes loin du départ sous les fleurs et les cris enthousiastes de 1914. Lorsque nous accompagnons mon frère à la gare, nous ne voyons que des visages fermés et tristes. Tous ces hommes, dans la fleur de l'âge, partent pour Dieu sait combien de temps, pour faire leur devoir, sans récriminer. Nous restons jusqu'à ce que le train disparaisse. Quant à moi, je viens de terminer ma scolarité au lycée Jeanne d'Arc et d'obtenir mon baccalauréat. Je vais commencer ma formation d'infirmière à Rouen. C'est ce que je veux faire depuis longtemps, et la guerre renforce mon projet. Je serai utile. Le conflit n'a pour l'instant pas changé grand-chose à notre vie quotidienne, hormis l'absence d'Antoine, qui est dans un régiment de réserve au nord de la France. L'armée française n'a lancé qu'une seule offensive dans la Sarre, avant de se replier derrière la ligne Maginot. Pendant ce temps, les Allemands se sont rués sur la pauvre Pologne, qui attend en vain notre aide, alors que les Russes annexent les États baltes et attaquent la Finlande. L'école d'infirmière est installée dans les locaux de l'ancienne communauté religieuse de l'Hospice général. Vêtue de mon uniforme tout neuf, blouse et tablier blanc et le voile de rigueur, blanc lui aussi, je découvre mon nouvel environnement. L'équipe enseignante est composée de la directrice, mademoiselle Charnier, et d'une monitrice dont les bureaux sont situés dans l'ancien salon des sœurs. Mais à ma grande surprise, ces bureaux servent régulièrement aux médecins de salle d'examen des patients. Un réfectoire désaffecté fait office de salle de cours. Un poêle en fonte trône au centre de la pièce. Un vestiaire meublé de 2 grandes tables en bois et d'armoires sert de salle pour les exercices pratiques. Ces murs sont couverts par endroits de panneaux d'information réalisés par les religieuses de la communauté. Nous y prenons connaissance de nos tâches, selon notre affectation, déshabillage des blessés, pouls, température, injections, pansements, etc. Il existe une autre salle de cours,
un amphithéâtre au fond de la cour du tennis. Les cours sont communs avec l'école de la Croix-Rouge, toute proche, dans la rue Orbe. Eu égard à la guerre, de nombreux professeurs sont absents et nous-mêmes, les élèves, sommes en nombre restreint. Les stages se déroulent dans les services de l'hospice général, celui de Bois-Guillaume, mais aussi à l'hospice de Darnétal, ou dans les petits établissements de la rive gauche, comme la maternité annexe de la rue d'Elbeuf. L'Hôtel-Dieu ne fait plus partie des terrains de stage, car dès la déclaration de guerre, il est devenu hôpital militaire. Les malades civils ont été transférés à l'hospice général, les vieillards à l'hospice général de Saint-Valery-en-Caux et les hommes tuberculeux au sanatorium de la route de Darnétal. Je me fais rapidement 2 amis parmi les nouvelles élèves. Thérèse, comme moi, vient de la campagne. Ses parents sont agriculteurs à Fontaine-le-Bourg. Ses cheveux d'un roux flamboyant lui donnent l'air d'un feu follet. Il est vrai qu'elle est un vrai farfadet tant elle est vive, espiègle, mais en aucun cas sournoise comme ces créatures folkloriques. Ses taches de rousseur et ses yeux noisettes renforcent son air mutin et juvénile. Je la dépasse d'une demi-tête avec mon mètre 70. Suzanne, elle, est une vraie rouennaise, issue d'une famille bourgeoise de la ville, enrichie par l'industrie sidérurgique. Aussi grande que moi, c'est une jolie brune aux yeux presque noirs en amande. Il est certain qu'elle fait beaucoup plus femme que moi et Thérèse, avec ses formes généreuses, notamment des seins opulents. D'ailleurs, elle attire les regards masculins. Je suis habituellement réservée. Manifestement, elles ont pris toutes les 2 cette réserve pour de la timidité, et ont décidé chacune de leur côté de me prendre sous leur aile. Au bout du compte, elles se sont vite aperçues qu'elles se trompaient toutes les 2. Mais notre amitié a perduré. Nous révisons souvent ensemble, partageons nos expériences de stage. Bien entendu, quelquefois, nous nous retrouvons pour boire un verre dans un des cafés de la place Saint-Marc. La première fois que nous y sommes allés, nous nous connaissions depuis 2 semaines. Nous avons échangé sur nos familles respectives. « De qui tiens-tu tes cheveux roux » demande Suzanne à Thérèse. « De ma mère. Ses cheveux sont d'un beau châtain cuivré. En revanche, elle a les yeux verts. Les miens, je les tiens de mon père. »« Et toi, Suzanne ? À te voir, on dirait une Espagnole. »« Tu n'es pas loin de la vérité. Mon arrière-grand-mère maternelle l'était. Il paraît d'ailleurs que je lui ressemble beaucoup. »« Elle devait être magnifique alors, dis-je enthousiaste. Je te trouve à couper le souffle avec tes longs cheveux et tes yeux noirs. En plus, tu as une silhouette très féminine. Pas comme moi. »« Qu'est-ce que tu racontes » répondent-elles en chœur. « Ben oui, je suis grande, mais on dirait une planche à pain. Ni queue ni téton comme la poupée à Jeanneton. » Mes 2 amis me regardent ébahis. « C'est ce que dit ma grand-mère des filles qui n'ont pas de forme, » précisai-je. Elles pouffent toutes les 2 de rire et m'observent moqueuses. « Je peux t'assurer que tu es très bien proportionnée, » avance Suzanne. « Mais bien sûr, tu dis ça parce que nous sommes amis, pour ne pas me faire de peine. En plus, mes cheveux blonds scandinaves ne sont pas très lumineux. Je suis fade, voilà. »« Y a-t-il des choses que tu aimes en toi » demande Thérèse, moqueuse. « La seule chose que j'aime, ce sont mes yeux. Je ne déteste pas non plus mon petit nez retroussé et ma bouche. »« Ah, quand même ! Ça me rassure, parce que tes yeux bleu turquoise avec ces longs cils plus sombres que tes cheveux, comme tes sourcils, sont vraiment magnifiques. »« C'est vrai, » surenchérit Suzanne. « Tu es plus que jolie. Une vraie poupée. » Je suis sûre que le jeune homme qui te scrute depuis un quart d'heure le pense aussi, surenchérit Thérèse. Et qu'il aimerait beaucoup poser ses lèvres sur ta bouche pulpeuse. De rechef, elle se tourne vers le jeune homme en question, un garçon d'une 20aine d'années, brun, aux yeux marrons et portant lunettes. « N'est-ce pas, monsieur ? Dites-le que vous la trouvez jolie et que vous l'embrasseriez volontiers. Je vois bien qu'elle vous plaît. » L'homme, stupéfait par cette question directe, finit néanmoins par acquiescer. Quel homme pourrait résister à tant de beauté ? Elle pourrait même faire du cinéma, déclare-t-il avec un sourire. Alors, tu vois, s'exclame ma rousse amie, satisfaite. Bien entendu,
je rougis comme une pivoine, ce qui les fait rire toutes les deux. Je voudrais me cacher dans un trou de souris. Mai-juin 1940. Les choses changent brusquement en mai 1940 quand les Boches violent la neutralité de nos voisins belges, néerlandais et luxembourgeois. Mon père avait raison en septembre. Les Boches n'ont pas hésité. L'armée belge a résisté 2 jours, les Néerlandais 5. Les armées franco-anglo-belges se sont montrées incapables de se reformer pour stopper l'avance allemande au nord-est. Malgré ça, je suis fier de mon grand frère. Son régiment, le 45e régiment d'infanterie, sous les ordres du lieutenant-colonel Desroches, dans le secteur frontalier de l'Escaut, à Bouchain, a empêché le franchissement du fleuve du 20 au 26 mai 1940. Il paraît qu'Adolphe était furieux qu'un simple régiment d'infanterie, de réserve qui plus est, ait tenu tête à sa 8e Infanterie Division. Il est venu sur place le 2 juin, se faire expliquer ce fait d'armes des Français qui ont stoppé pendant quelques jours une offensive teutonne jusque-là foudroyante. Malgré ces efforts de nos soldats, la retraite vers Dunkerque n'a pu être évitée. Néanmoins, mon frère et ses camarades n'ont fait partie ni des unités françaises embarquées avec l'essentiel des troupes britanniques, ni de celles qui se sont trouvées encerclées dans la ville avant de se rendre. Plus à l'est, les blindés allemands ont franchi les Ardennes et les troupes du général von Bock poursuivent leur avancée vers Paris, pendant que celles du général von Leeb fixent les unités françaises de la ligne Maginot et du Rhin. La défaite est désormais évidente. La victoire allemande à l'ouest est éclatante. La Hollande, la Belgique et le Luxembourg sont hors de combat. Les Britanniques ont sauvé la majeure partie de leurs hommes, mais ont abandonné tout leur matériel. Les Allemands ont préservé leur potentiel blindé pour la seconde partie de la bataille, conquérir la majeure partie de la France. Pendant qu'Antoine se bat quelque part dans le nord, je ressens les effets de la guerre à mon tour le 18 mai, avec le déraillement du train de la ligne Serqueux-Rouen, bondé de réfugiés de Belgique et du nord de la France, en race campagne, dans une courbe à la limite de Quincampoix et Morgny-la-Pommeraye. Le convoi n'a été ni mitraillé ni bombardé. Avec le concours de la Croix-Rouge et des pompiers, les 52 morts et les 112 blessés sont acheminés à la gare Saint-Sever. Les blessés sont transportés en ambulance à l'Hôtel-Dieu et à l'Hospice général. Comme la plupart des élèves infirmières, je suis affectée au tri des blessés dans la salle d'accueil aménagée au rez-de-chaussée du bâtiment parallèle à la rue Édouard-Adam, qui sert pour la première fois. Les couples sont regroupés dans la salle dite des petits ménages. Les victimes de commotion sont envoyées en médecine et les enfants à l'office 13. Nous secondons aussi les chirurgiens mobilisés. J'exécute les soins prescrits par le docteur Dévé, qui examine les nombreux blessés, dont beaucoup d'enfants non identifiés. Pendant ce temps, des chirurgiens belges et français opèrent sans arrêt. Ces scènes sont ancrées dans ma mémoire. À côté des soins, d'autres situations m'ont frappé, comme l'économe passant la journée à inventorier lingots et bijoux des blessés pour les mettre à l'abri. Certaines des victimes étaient en effet des diamantaires d'Anvers. Une fillette dont les parents n'ont pas été retrouvés finira quelques mois plus tard par être adoptée par M. Lemal, le directeur de l'hospice général. Puis avec la déroute de nos armées a commencé l'exode. Des milliers de réfugiés, de soldats en débandade, des fuyards en tout genre sur les routes, avec leurs simples hardes ou leurs biens les plus précieux, le matelas et les valises ligotées sur le toit de la voiture, entassés dans des charrettes tirées par un cheval, un mulet ou des bœufs, à vélo ou bien à pied, avec leurs animaux familiers, comme des chenilles processionnaires sur un pin. Ils traversent la ville sous le soleil de plomb de ce printemps exceptionnellement chaud, passant par le boulevard des Belges. Quelle ironie, quand la plupart des réfugiés sont belges. La Croix-Rouge s'efforce de ravitailler ces personnes, dont certaines, harassées, quêtent de l'eau, du lait ou de l'essence pour pouvoir poursuivre leur fuite en avant. La gare Saint-Sever et le cours La Reine sont transformés en centres d'accueil et d'hébergement. Les vieillards envoyés à Saint-Valery-en-Caux à l'automne 1939 sont transférés à Grugny. L'hôpital de Bois-Guillaume accueille dès juin des enfants qui sont pris en charge
par une équipe de médecins, de religieuses et d'infirmières pour être opérés, pansés et soignés. Mais l'établissement doit être évacué le 8 juin. L'arrivée des Allemands est imminente. 3 convois différents quittent Rouen les 8 et 9 juin. Le premier est composé de nourrissons et d'enfants de l'hôpital de Bois-Guillaume, encadrés par des religieuses de la communauté d'Ernemont et le docteur Dessein. Dans le second, ce sont des femmes de la maternité, certaines avec leurs nourrissons, qui partent avec 4 religieuses de la congrégation Notre-Dame de la Charité et une élève sage-femme. Quant au troisième, un groupe de 150 vieillards, malades et enfants, encadrés par 6 religieuses et une infirmière de l'Office 13, ils quittent l'hospice général avant que les ponts sautent. Tous doivent rejoindre en train Bagnoles de l'Orne, mais rien ne se passe comme prévu. Les avions bombardent les voies ferrées. Le premier groupe, talonné par la 7e Panzerdivision, n'atteint pas la ville thermale. Manquant de nourriture, il s'effiloche au fur et à mesure, les patients les plus atteints trouvant asile dans des hospices ou des maisons religieuses en chemin. Les 2 autres groupes vont transiter par Alençon, l'un via Dreux et l'autre via Chartres, effectuant une partie de leur périple à pied. Face aux difficultés, certaines personnes refusent de les aider, d'autres le font par cupidité, mais le plus souvent, c'est par charité et compassion que ces personnes rencontrées au hasard leur ont donné des vivres, de l'argent, des vêtements ou un hébergement. Un officier allemand compatissant s'est même débrouillé pour fournir un camion au premier groupe. Je n'ai pas revu mes parents depuis la Pentecôte, où, une fois n'est pas coutume, je suis allée à la messe avec ma mère dans la petite église de mon village de Ry. Je ne suis pas une fervente catholique, mais j'éprouve le besoin de prier pour mon frère. En sortant de l'église, depuis son porche en bois sculpté, une véritable petite merveille du XVIe siècle, je contemple la vue incomparable sur la vallée du Crevon, encore paisible. Malgré les bruits d'une arrivée imminente des Allemands, mes parents n'ont pas l'intention de quitter Ry, quoi qu'il arrive. « Pour aller où ?» me dit mon père. « Les Allemands finiront par nous rattraper, donc autant rester à Ry. Mitrailler ici ou sur la route, j'aime autant l'être chez moi. Et puis, je doute qu'un petit village comme le nôtre les intéresse. » Je comprends ces arguments. Il est évident que Rouen a plus à craindre. Cependant, je décide d'y rester, déterminé à passer mes jours et mes nuits à l'hospice général. Pendant la nuit du 8 au 9 juin, de mon garni de la rue Coignbert, j'entends des bruits d'éclatement, des obus peut-être, des grondements de canons venant des hauteurs vers Biorel, Bois-Guillaume et Mont-Saint-Aignan semblent se rapprocher. Puis, après minuit, plus rien. Je finis par m'endormir d'un sommeil agité. Ce dimanche 9 juin, rue de Germont, je retrouve Thérèse. Le ciel est splendide. Le calme du matin n'est troublé que par un bruit lointain de canon. « Il paraît que les Allemands sont aux portes de Rouen, me dit-elle, en parcourant les derniers mètres qui nous séparent de l'entrée de l'hospice. Des chicanes et des barricades ont été dressées au bas de la rue de la République sur les quais. Une longue colonne de voitures, camions, canons, mitrailleuses, suivies par des soldats exténués et démoralisés, s'engage sur le pont Corneille. De nombreux réfugiés veulent aussi traverser la Seine. Ils espèrent tous sans doute que le fleuve arrêtera les troupes ennemies, avançai-je. Nous sommes en stage dans 2 services différents. Elle, salle blanche, le service de médecine générale pour les femmes, et moi, salle Le Gouy, en chirurgie homme. Tout comme ma copine, j'accompagne les malades de mon service qui le peuvent et qui le souhaitent à la messe, célébrée dans la cave abri des Célestins. Soudain, peu avant 10 heures, d'énormes détonations retentissent. Je regarde ma camarade. « Il doit être en train de faire sauter les ponts, lui murmurai-je. D'autres bruits sourds se font entendre, peut-être des mines qui éclatent. Des Stukas semblent voler à basse altitude, nous percevons bien leur mitraillage. Des coups de feu éclatent de tous côtés, nous faisant sursauter. Nous restons dans la cave des Célestins en attendant qu'on nous autorise à sortir. Le docteur Loisel nous apporte quelques nouvelles à 14 heures. Sa maison de la rue de la République est en feu. Les Allemands sont en train de s'installer. La commandante Tour occupe l'hôtel de ville. En ressortant, nous constatons que les explosions ont brisé les vitraux de la chapelle et nous voyons au loin le pétrole en feu à Grand Couronne. Nous nous rendons en cour, le ventre noué.
Les Allemands sont dans la ville. Nous avons une pensée pour Suzanne qui est en stage à Bois-Guillaume et qui a dû les voir passer. Va-t-elle réussir à revenir pour les cours de l'après-midi? Finalement, elle arrive, en retard, comme toutes nos camarades en stage comme elle à Bois-Guillaume, mais elle a réussi à venir. Il paraît que le quartier du quai de Paris est évacué, nous dit Thérèse, lorsque nous finissons notre journée. En effet, j'en ai aussi entendu parler, ajoute Suzanne. Moi, j'habite rue Jouvenet, ça devrait aller. Mais pour toi, tu habites vraiment près des quais. Je vois bien que Thérèse est inquiète, et je lui propose de venir chez moi. C'est moi qui habite le plus près de l'hôpital. Nous allons nous débrouiller, et demain, nous y verrons plus clair. Tu es sûre que ça va aller pour toi, Suzanne? Ne t'inquiète pas, répond-elle. Nous ne sommes pas vraiment rassurés en empruntant les rues qui mènent à Montgarny. Nous ne prenons que des petites rues depuis la rue de Germont, remontant la rue Édouard-Adam pour rejoindre la rue Robbe. Suzanne nous laisse à l'intersection avec la rue des Capucins pour se diriger vers son domicile, pendant que moi et Thérèse continuons jusqu'à la rue Coignbert. Par chance, nous ne rencontrons pas d'Allemands, seulement des pauvres gens qui rentrent en hâte chez eux, la tête baissée, comme nous. Juin 1940. Le lendemain, quand nous retournons à l'hospice général par le même chemin, en hâtant le pas, les personnes que nous rencontrons sont prostrées. Un agent de service nous raconte que les Allemands ont ramassé tous les Noirs qu'ils ont rencontrés sur leur chemin et les ont massacrés dans une maison à Biorel. Ils ont aussi isolé les soldats coloniaux, faits prisonniers en les traquant comme des bêtes avant de les abattre. Ils ont tué une centaine de Noirs et d'Algériens. Je crois que je vais vomir. Ce sont des monstres. Thérèse est aussi horrifiée que moi. Ce n'est qu'en fin d'après-midi, en rejoignant Montgarny, que nous percevons quelque chose d'inhabituel. Des odeurs que nous n'avons pas repérées le matin à la fraîche, des odeurs de bois brûlé, de cendres, mais aussi celles des ordures éparpillées, et d'autres, pestilentielles, celles des chevaux morts, amplifiées par la chaleur ambiante de ce mois de juin très ensoleillé. La fumée d'Enrouan nous laisse imaginer l'ampleur des dégâts. Mais nous n'osons pas nous aventurer en ville, où des foyers d'incendie sont encore actifs et prennent même de l'ampleur. De la rue de la Savonnerie jusqu'à l'archevêché, ce n'est qu'un immense brasier. Rouen n'a pas été déclarée ville ouverte, donc les Allemands ont utilisé des bombes et des plaques incendiaires. Peu leur importe que des quartiers entiers disparaissent dans les flammes pour venger ceux des leurs qui ont péri pour entrer dans la ville. Ils ne changent d'attitude que lorsque la cathédrale est en danger. Des heures difficiles s'annoncent à l'hôpital. Les Boches ont pris possession de l'Hôtel Dieu et de l'hôpital d'enfants de Bois-Guillaume, tous deux évacués par les malades civils. Le seul établissement hospitalier disponible pour faire face aux besoins de la population restée à Rouen et de toutes les communes alentours est notre hospice général. Suzanne va donc être affectée à un nouveau terrain de stage. En outre, il ne reste dans la ville que 12 médecins, dont 6 à l'hôpital. Les docteurs Dévé, Loisel et Sanson vont résider dans l'hôpital et habiter la maison du directeur. Le travail afflue très vite, avec les nombreux militaires français et anglais blessés dans les combats de Neuchâtel, Forges-les-Eaux, Thautes ou Saint-Valery-en-Caux qui nous sont envoyés. Viennent s'y ajouter les victimes civiles des bombardements aériens. Outre les soins à tous ces gens, il y a aussi les sinistrés, pour lesquels sont organisées des soupes populaires et des distributions de vivres par l'hospice général, jusqu'à ce que les centres d'aide prennent le relais. Aucun d'entre nous ne compte son temps, qu'il s'agisse des médecins, des infirmiers et élèves, des religieuses, des agents hospitaliers ou administratifs. Les docteurs Ney, Dévé, Loisel, Sanson et Cauchois assurent à eux cinq le service médical sans interne et sans externe, en attendant le retour de leurs confrères évacués ou mobilisés. Diane de Ronceret, faisant fonction d'interne en médecine, assure seule ses fonctions à l'hospice général, pendant que Jacqueline Durieux, étudiante en médecine de première année, en fait de même à l'Hôtel Dieu, soignant les blessés allemands. Les surveillants et surveillantes générales, comme les supérieures et les religieuses des communautés des deux établissements, sont restés à leur poste. L'hôpital voisin Fort-Bras, centre départemental d'ophtalmologie, est récupéré pour prendre en charge les blessés militaires français et britanniques légers. Les blessés les plus lourds sont admis à l'hospice général. Les hommes de troupe sont hospitalisés dans la salle Pouchet
et le dortoir 71, dont les surveillantes respectives sont mademoiselle Eudes et mademoiselle Prouet, et les officiers sont regroupés dans la salle Jacques Daviel. Ces derniers quittent rapidement les lieux pour les hôpitaux militaires parisiens. Tous ces hommes sont soignés par les 24 médecins militaires et les 2 chirurgiens-majors, qui les accompagnent et collaborent avec nos médecins. Pendant toute cette période, j'apprends beaucoup. Je deviens même une spécialiste du tri, eu égard aux circonstances. Je réalise que ce métier sera une passion toute ma vie, malgré les difficultés qui s'accumulent déjà pour l'hôpital, et qui vont encore s'accroître avec l'occupation. Nous subissons de nombreuses contraintes. Nous habituer à vivre à l'heure allemande, aux tickets de rationnement, au couvre-feu, nous obligeant à rester chez nous entre 20h et 6h, sauf autorisation spéciale signée par le commandant Krupp, commandant la ville, ce que j'ai facilement obtenu comme mes collègues. Nous n'avons pas le droit non plus de sortir de la ville sans un papier signé d'une autorité militaire. Mes parents, comme ceux de Thérèse, ne vont pas nous voir souvent. Ce qui est le plus pénible, c'est de croiser régulièrement les soldats allemands. Ils se pavanent dans nos rues, et nous baissons la tête, rasant les murs, évitant d'attirer l'attention, car ils ne semblent pas se rendre compte que leur présence nous terrorise, que s'ils nous adressent la parole, nous avons peur d'être exécutés par erreur. Je ne m'accommoderai jamais à voir tous ces uniformes. Moi qui aimais tant me balader dans les rues de Rouen avec mes copines, désormais je sors peu, sauf pour aller en cours, à l'hospice général ou en stage. Habituellement affable, je perds mon sourire quand je les vois. Malheureusement, même en me faisant discrète, j'attire un peu trop leur attention à mon goût. Lorsque leur regard se pose sur moi, je me refuse à tourner la tête, même s'ils se raclent la gorge pour attirer mon attention. Plutôt crever. Beaucoup tentent de séduire les jeunes femmes pour se glisser sous leur jupe.